Le nouveau titre sans surprise de Max Verstappen, la première victoire de Piastri avec McLaren cette saison, les fortes chaleurs qui ont failli tuer certains pilotes à l'arrivée de la course. Bref, on en a vu de l'action ce week-end. Vous l'avez compris, cette semaine, on s'attaque au débrief du Grand Prix du Qatar. C'est parti. Bon allez, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec le champion du monde de 2023, Max Verstappen. Troisième titre, encore une fois acquis de manière un peu nulle. Alors bien entendu, c'est pas du tout de sa faute, hein. Il a été ultra performant toute l'année. Dès qu'il sort, il claque un temps instantanément. Il est quasiment tout le temps en tête. 10 victoires d'affilée, nouveau record pour lui. Enfin bref, il a écrasé la saison, il a écrasé son coéquipier. Il pourrait mener le championnat constructeur à lui tout seul. Je sais que je le dis chaque semaine, mais cette stat est folle. C'est Max Verstappen, quoi. Franchement, cette année, il a juste déroulé. Mais sur ce Grand Prix, encore une fois, comme en 2022, comme en 2021, l'acquisition de son titre est un peu nulle, je trouve. Alors bon, 2021, on va vite l'évacuer du sujet, parce que j'ai pas envie de redéclencher une guerre mondiale. 2022, on avait cette hésitation, hein, c'était au Japon l'année dernière, où il y avait la pénalité de Leclerc, il n'y avait pas la pénalité de Leclerc, on savait pas, on vient lui dire t'es champion du monde, lui il est en mode mais non frérot, je suis pas champion du monde, mais si t'es champion du monde. Bref, c'était n'importe quoi, on est venu l'asseoir dans un espèce de fauteuil dégueulasse. Enfin, je vais pas revenir sur le débrief du Grand Prix du Japon, il est déjà sur la chaîne. Et cette année, il pouvait carrément gagner dès le samedi, je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. C'est ce qu'il a fait, bien sûr, puisque les statistiques étaient très favorables pour Verstappen. Il n'y avait pas beaucoup de chances que Perez puisse repousser l'échéance. Il l'a encore moins repoussé parce qu'il a fini dans le bac. J'ai glissé, chef. Mais du coup, nouveau titre plutôt de Verstappen. Pas de victoire, justement. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est-à-dire qu'on est samedi, c'est course sprint, il finit deuxième et il est champion du monde. C'est très stylé, hein, bravo à lui. Mais, je sais pas, l'ambiance, elle était pas... Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Alors on lui a quand même prévu le petit podium pour monter la voiture, etc. Tout était bien fait. D'ailleurs, on a complètement chié sur Piastri qui venait de gagner quand même sa première course. Alors certes, une course sprint, quand même première victoire en F1, qui suit en plus sa première pole en F1, même si encore une fois c'était pour le sprint. Bref, le frérot avait fait la perf. Résultat, personne l'a calculé. La réalisation a pas diffusé sa radio pendant, je crois, tout un tour presque. Ensuite, les caméras dans le parc fermé le montraient quasiment pas. Enfin bref, le frérot s'est pas fait respecter alors qu'il venait de faire une perfo de fou. Il a dominé le samedi, Oscar Piastri. Bon, c'est normal, Verstappen est champion du monde. Mais encore une fois, après une saison de domination énorme, quand il gagne son titre, je trouve que ça n'a pas la même saveur qu'un Sébastien Vettel par exemple, qui avait dominé toute la saison, ou même des Lewis Hamilton, qui dominait la saison, et qui à la fin, malgré tout, même si on savait que ça allait arriver, il y avait quand même ce petit... Tout était bien mis en scène, etc. Les petits donuts, les petits trucs, enfin, je sais pas, il y avait un truc. Là, Verstappen, il lui arrive toujours une dinguerie qui fait que c'est nul. Alors on s'attaque maintenant à mon petit coup de cœur du dimanche, George Russell, course exceptionnelle. Alors les Mercedes étaient très rapides ce week-end, je pense qu'elles auraient été à la bataille avec McLaren et même potentiellement Red Bull pendant le Grand Prix. Le samedi ça a été un petit peu plus compliqué, Hamilton s'est fait éliminer en SQ2 parce qu'il y avait track limit je crois, on va en reparler des track limit, ne vous inquiétez pas. Mais sinon le vendredi pour la première qualif, donc la qualif du dimanche, c'était très perfo, 2 et 3 pour les pilotes Mercedes. George Russell s'est lancé donc devant Hamilton et le dimanche stratégie décalée puisque Russell et Verstappen devant s'est lancé en médium alors que derrière Hamilton lui est en soft. Il est en plus de ça du bon côté de la piste par rapport à Russell qui malheureusement est à droite dans le côté sale, et au Qatar Dieu sait qu'il est sale ce côté là de la piste puisqu'il y a énormément de sable qui s'accumule en dehors de la trajectoire. Donc on le sait, c'est quasi sûr que Hamilton va passer. Forcément ce qui devait arriver arriva, Hamilton prend un bien meilleur départ que Russell et même que Verstappen devant. Il arrive avec énormément de vitesse dans ce premier virage et potentiellement, il peut enrouler les deux pilotes de devant pour se retrouver en tête du Grand Prix. Malheureusement, ça s'est pas exactement passé comme ça, vous vous en doutez. Il a un peu trop serré et malheureusement, Russell, il avait nulle part où aller, pris en sandwich entre Verstappen qui est à l'intérieur et Hamilton à l'extérieur. Il peut pas faire grand chose, c'est quasiment le même incident qu'on voit la veille en sprint entre Hülkenberg, Perez et Ocon. On a juste deux pilotes à l'extérieur qui sont pas vraiment au courant de la présence de l'autre et au milieu, un pilote qui subit tout simplement. Alors un coup c'est Hülkenberg, là c'est Russell. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'Hamilton pouvait vraiment repartir en tête à la sortie de ce premier virage et avec deux voitures tout en haut du paquet, ça aurait pu vraiment faire une très très belle perfo du côté de Mercedes, surtout qu'ils en ont besoin pour sécuriser leur deuxième place au championnat constructeur face à Ferrari. Là malheureusement ils n'ont pas réussi à vraiment maximiser leur performance, d'autant que Ferrari de leur côté, ils avaient Sainz en moins puisque problème de réservoir je crois, enfin de pression d'essence dans le réservoir du côté de Sainz qui a même pas pris le départ. Donc il y avait vraiment beaucoup de points à aller chercher face à Ferrari. Malheureusement pour
pour eux, Hamilton donc abandonne, sa jante a carrément sauté, donc là c'était ciao, il finit dans le bac. C'est vraiment dommage, mais Russell, de l'autre côté par contre, il nous a régalé. Alors stratégie un petit peu différente des autres, puisque c'est le seul à s'arrêter 4 fois, du coup il s'arrête dès la fin du premier tour, puisqu'il y avait des dommages sur la Mercedes, et ensuite il a enchaîné sur une stratégie assez similaire aux autres. Alors on va en reparler, mais forcément la limite de 18 tours par train de gomme bloquait un petit peu les stratégies, on pouvait pas faire grand chose, enfin on pouvait pas vraiment se décaler, donc forcément Russell est resté sur une stratégie assez similaire à ceux de devant. Il n'a pas vraiment pu profiter, on va dire, de pneus extrêmement performants par rapport aux autres, mais ça a quand même vraiment bien marché. Ouais, parce que Russell, il a eu un rythme d'enfer toute la course. Il est très facilement remonté sur la Ferrari de Leclerc, qui était d'ailleurs dépité à l'arrivée de la course, parce qu'il se disait franchement, Russell il est dernier à la fin du premier tour, ou dans les derniers, et il se retrouve devant nous à la fin. Ça montre aussi le manque de rythme de Ferrari sur ce week-end, mais la très grande performance surtout des Mercedes et des McLaren, qui franchement, je le pense, auraient pu aller jouer avec Verstappen, parce que Verstappen, pendant le Grand Prix, il devait s'occuper uniquement de Piastri, à peu près, et par contre, de l'autre côté, s'il y avait eu Russell, Hamilton en plus, Russell fait donc médium, dur et tendre, il finit par un dernier relais extrêmement rapide avec ses pneus tendres, quand en plus la piste est gommée, donc franchement il était au max du max, il a été très performant et il a surtout bien rattrapé le coup, puisque chez Mercedes, à la fin du premier tour, on avait des doutes quand même. Il faut forcément que je vous parle de McLaren et d'Oscar Piastri ce week-end qui nous a régalé. Alors dès les essais libres, on a compris que les McLaren avaient beaucoup de rythme sur ce week-end, et en qualif, on attendait beaucoup le vendredi soir. Malheureusement, les deux pilotes se sont fait épingler par la FIA pour les track limits. Du coup, on s'est retrouvé dans une situation un petit peu dommage, où on avait potentiellement les deux McLaren sur les deux premières lignes, et là, on était finalement P6 et P10, je crois, pour Lando Norris, qui franchement a vécu une qualif du vendredi catastrophique. C'est-à-dire qu'à chaque session, le frérot Q1, Q2, Q3, il s'est fait annuler des temps dans tous les sens. Alors Q1, Q2, il réussit au dernier moment à faire un temps dans les limites de piste. Malheureusement Q3, il n'y parvient pas. Il part donc 10e. Oh merde! Oh, c'est con ça! De son côté, Piastri part 6e, donc c'est un petit peu dommage. Mais au final, la course, frérot, elle s'est super bien passée. Alors forcément, devant, Ferrari et Leclerc n'ont pas de rythme. Les deux Mercedes s'accrochent, donc on se retrouve très vite devant. Et au final, du coup, pour Piastri, on se retrouve avec une course plutôt tranquille, on va dire. Alors il n'a pas vraiment été une menace pour Verstappen. C'était plutôt Norris, dont on s'inquiétait chez Red Bull, parce qu'il revenait très fort, mais au final il n'a pas réussi à garder ce rythme pendant assez longtemps pour aller chercher Piastri devant. Donc course plutôt tranquille, je dirais, de Piastri. Alors le samedi par contre, très différent bien sûr, les deux pilotes étaient très performants dès la qualif du samedi matin, et le samedi soir pour le sprint, Piastri a vécu une course quand même assez stressante, 3 safety cars si je ne m'abuse, donc 3 relances. Alors il n'a pas toujours été en tête de la relance, mais quand même, Russell qui le passe. En plus sur la course sprint, on avait quasiment la moitié de la grille en pneu médium et l'autre moitié en pneu soft. Donc on avait des pilotes qui étaient extrêmement performants sur le départ et à chaque relance, et derrière, après quelques tours, les médiums qui reprenaient le dessus, donc souvent on avait pas mal d'échanges de position à cause de ça. Piastri, il a quand même dû aller la chercher, sa victoire en sprint le samedi, mais c'est encore une fois une excellente perf, et franchement pour une saison de rookie, il régale. Et malheureusement pour Norris, il commence un petit peu à l'embêter. Allez, maintenant on va s'attaquer au sujet un petit peu tendu de la vidéo. On va parler du Grand Prix en général, des conditions, de la piste, des track limites, de la limite des 18 tours sur les pneus, bref. Mais c'est de la merde! Alors je vais commencer par ce circuit de Losail au Qatar. Plutôt une belle piste en vrai, quand on y pense. Si vous avez eu l'occasion d'essayer sur F1 23, c'est plutôt sympa à rouler. Ça montre vraiment les performances des Formule 1 modernes, qui sont plutôt adaptées aux virages rapides, puisqu'elles ont beaucoup d'appui aérodynamique, contrairement aux virages lents comme à Monaco, ou des virages à 90 degrés où les voitures souffrent un petit peu plus parce qu'elles sont beaucoup plus lourdes qu'avant. Donc finalement, on est sur un circuit qui, sur le papier, est plutôt bien adapté à la Formule 1. Oui, mais à la base, ce circuit, il a été conçu pour la MotoGP. Il a donc énormément de dégagement, des vibreurs très saillants. Alors ça, les gars, je m'y connais absolument pas en moto, et donc s'il y en a dans les commentaires qui veulent me corriger là-dessus, ou tout simplement m'informer, j'ai jamais regardé par exemple le Grand Prix de moto au Qatar. Je comprends pas pourquoi mettre des vibreurs comme ça. C'est une vraie question. Des dégagements à ne plus savoir quoi en faire et des vibreurs qui défoncent tout, on se retrouve dans la même situation qu'en Autriche, c'est-à-dire des pilotes qui vont forcément au-delà de les limites de piste, d'autant plus sur ce circuit où quasiment chaque virage t'invite grands bras ouverts à venir hors limite. Bah oui, on passe quasiment tous les virages à fond, ou presque, les pilotes sont assis, je le répète, extrêmement bas, ils voient à peine le dessus de leur roue, enfin on voit rien globalement dans un cockpit de Formule 1. Rajoutez à ça les fameux vibreurs ultra saillants, c'était vraiment des pyramides de Gizeh les frérots, qui te détruisent les pneus. Du coup, entre la nuit de vendredi et samedi, chez Pirelli, on a remarqué pas mal de micro-coupures sur les pneus, et on s'est dit, pas de problème, on prend la piste,
on décale la limite vers l'intérieur. Comme ça, la ligne blanche étant plus à l'intérieur, les pilotes vont aller moins loin sur le vibreur. Ils n'atteindront donc pas la fameuse pointe de ces vibreurs et plus de problème pour les pneus. Alors on n'était pas 100% confiant de la technique, puisqu'on a quand même rajouté la limite des 18 tours par train de gomme, ce qui nous a donné des stratégies finalement assez verrouillées, c'est-à-dire que oui, ok, il y a pas mal d'arrêts, oui, ok, on peut du coup attaquer, mais en attendant, on se retrouve quand même avec des pilotes qui vont devoir s'arrêter dans des fenêtres extrêmement proches les uns des autres. En plus de ça, c'est 18 tours sur le pneu et pas 18 tours sur un relais de course. Donc par exemple, certains pilotes, et même la plupart des pilotes sont partis avec des pneus rodés qui étaient déjà utilisés en qualification, ont dû s'arrêter encore plus tôt. Au final, à part Russell, tout le monde a fait une stratégie à 3 arrêts. Alors certes, il y en a qui ont mis les durs d'abord, d'autres les médiums, d'autres les tendres. Ok, oui, il y a eu un petit peu de variation. Mais à part nous faire une course où on comprenait rien, je sais pas vous, sur votre canapé, comment vous étiez, mais moi, j'ai rien compris du début à la fin. Il y avait des pilotes dans tous les sens. J'avais l'impression de regarder les 500 miles à 1 heure de l'arrivée. C'est-à-dire que tu sais pas qui va gagner. Si, là, on savait. Mais derrière, après, tu sais plus. Tu regardes, tu vois, ah, Leclerc, ah ouais, il est 3ème. Ah ouais, mais bon, il s'est arrêté, lui, ou pas? Et lui, ah putain, lui, il est vachement haut, mais il s'est peut-être pas arrêté. Ah si, lui, il vient de s'arrêter. Lui, il se fait doubler, mais t'inquiète, c'est parce qu'il a des... C'est juste chiant, en fait. Alors oui, il y avait beaucoup d'arrêts au stand, on attaquait à fond, il y avait beaucoup de dépassements, mais au final on comprenait tellement rien qu'on prenait aucun plaisir. Enfin je sais pas vous, mais moi perso j'ai juste trouvé que c'était juste trop en fait. Tu comprenais plus rien, c'était une espèce de séance d'essais libres géante où tout le monde attaquait à fond, j'ai rien compris. Alors forcément dès la qualif on ne parlait que de track limit dans tous les sens, tous les pilotes quasiment ont perdu un temps, voire plusieurs. Perez s'est encore fait piéger et est sorti en Q2 je crois à cause de ça. Bref, il y en avait dans tous les sens. Lando Norris qui clairement fait une super qualif, mais au final se retrouve à partir 10ème avec aucun temps validé sur la Q3. Piastri qui en interview de fin de qualif, on lui dit frérot, au fait, tour annulé, c'est P6, c'est ciao. Enfin c'est n'importe quoi, franchement c'est comme en Autriche. C'est juste chiant. Et on apprend, il y a tellement de track limit que les commissaires n'ont pas le temps de tout voir, donc on apprend ça après la course. Pareil pour le sprint où après on apprend que Leclerc a 5 secondes de pénalité, du coup il descend je sais plus combien de positions. Enfin, c'est relou quoi. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et alors du coup, cerise sur le gâteau, la chaleur étouffante. Alors tout le week-end, il a fait très chaud au Qatar et même si on court de nuit, ça ne suffit pas à rattraper les températures extrêmes que l'on avait ce week-end, d'autant que le dimanche, il n'y avait pas un vent, mais pas 1 km/h de vent, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une petite brise, tu vois, rien. On a vu des pilotes à 300 km/h en train d'essayer de se rafraîchir les mains. Russell, j'ai cru qu'il allait perdre sa main, frérot, parce qu'à 300 km/h, le poignet, il a failli lâcher. Qui ouvraient leur visière même sur la piste. Tsunoda, je crois, a dit qu'il essayait de l'ouvrir sa visière justement pour récupérer un petit peu d'air, mais qu'à la place, il prenait du sable dans la gueule, donc c'est pas très efficace. On a vu Russell et Norris beaucoup ouvrir leur visière à chaque arrêt. Et en plus de ça, comme on vient de le dire, les pilotes attaquent à 100%. Donc la concentration, elle doit être maximale. Forcément, la dépense physique et mentale qui va derrière est bien plus importante. Donc quand vous ajoutez à ça les chaleurs extrêmes, pas d'air, une piste qui est quand même pas facile, des virages rapides qui tapent quand même pas mal parce qu'on est à plus de 6G pendant un petit moment sur le tour parce qu'on a que des virages qui se prennent à plus de 200 km/h, ça commence à faire beaucoup. Alors Stroll confie à l'arrivée qu'il faisait carrément des mini malaises dans la voiture et on voit certains on-board effectivement où ils lâchent un peu le volant. Les pilotes pendant les 15-20 derniers tours ne répondaient même plus à leurs ingénieurs. Esteban Ocon s'est vomi dessus au 15e tour et il a dû finir la course comme ça. Logan Sargent a carrément dû abandonner. Alors lui, il y avait quand même un petit état fiévreux avant le Grand Prix, donc petit début de grippe et tout, donc bon, c'est à rajouter quand même. Mais on a vu des pilotes comme Albon, comme Stroll énormément peiner à sortir de leur voiture. La cool room à la fin du Grand Prix, on avait Verstappen et Piastri allongés par terre complètement morts. Leclerc, je crois, à la fin de la course, confiait aussi qu'il y a pas mal de pilotes qui sont passés par le centre médical qui étaient vraiment mal. Je vous conseille de regarder, parce que je peux pas les diffuser sur YouTube, mais le on-board de Stroll à la sortie de voiture, le frérot, c'est catastrophique. Genre, il sort, il arrive même plus à tenir debout, il se rattrape à peine sur sa roue, et ensuite il se dirige directement vers l'ambulance pour essayer de trouver un petit peu une bouteille d'eau ou je sais pas quoi. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais c'était très dur, on a dû sortir Sargent carrément de sa voiture, donc enfin là c'était vraiment trop. Je veux bien que les pilotes aient chaud, je veux bien tout ça, que Singapour par exemple c'est un Grand Prix qui est très physique, on voit les pilotes quand ils sortent ils sont marqués, ils transpirent, on sent qu'ils ont tout donné et que c'était très dur, mais là quand on a la moitié des pilotes dans le centre médical en train de tituber parce que les frérots ils sont déshydratés à la mort, là par contre ça me va pas trop.
Apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Franchement, Alors même si on part du principe que l'année prochaine, le problème de chaleur extrême sera réglé par le déplacement sur le calendrier, je me pose la question, est-ce que ce Grand Prix a vraiment sa place en Formule 1 ? Et je suis pas sûr. Alors c'est que mon avis, et il est peut-être un petit peu tranché, et je vous laisse me donner le vôtre dans les commentaires, mais entre une piste qui est pas adaptée à la Formule 1, des track limits, encore un circuit qui nous fait chier avec les track limits, enfin franchement, juste faut arrêter, une ferveur inexistante, des vibreurs qui détruisent des pneus, une chaleur accablante, une piste qui reste ultra poussiéreuse pendant tout le week-end, c'est-à-dire qu'en fin de course, on allait presque plus vite qu'en qualif parce qu'on avait enfin réussi à nettoyer la piste, entre guillemets, dès qu'on va hors trage. C'était catastrophique. Regardez Alonso qui sort dans le bac parce qu'il a mis une roue en dehors de la trajectoire. Enfin, on a l'impression d'être sous la pluie, quoi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que les gens de la FIA font quand ils vont sur le circuit? Parce que, je vous rappelle, il y a quand même une équipe entière de la FIA composée de plein d'instructeurs, d'ingénieurs, etc. qui viennent étudier toutes les pistes pour savoir si elles répondent bien au règlement grade 1 FIA pour pouvoir justement accueillir des compétitions telles que la Formule 1. Qu'est-ce qu'ils ont fait là pendant la visite au Qatar? Ils n'ont pas vu des espèces de pyramides géantes à la place des vibreurs, sans déconner? Et puis alors j'espère qu'au bout d'un moment il va finir par être bien ce Grand Prix du Qatar parce qu'ils ont signé un contrat de 10 ans avec la Formule 1. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Et voilà, c'est tout pour ce débrief. On se retrouve dans 2 semaines pour parler du Grand Prix des États-Unis à Austin. Ce sera la 2e course de l'année aux États-Unis. D'ici là, tu le sais, tu peux me suivre partout, Instagram, TikTok, Short, pour du contenu exclusif sur Twitch maintenant puisque les lives arrivent très bientôt. Et en plus de ça, si la vidéo elle t'a plu, tu lâches un petit commentaire, un petit like, tu t'abonnes. Moi je suis très content. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour les États-Unis. Ciao ciao.